Bonjour, bienvenue sur les quais du discernement pour l'épisode 2 de la mini-série Les identités assassines et suicidaires. Il est nécessaire d'avoir regardé l'épisode 1, la vidéo 113, dont je vous mets le lien en description. Dans la présente vidéo, nous allons explorer en gros comment actuellement l'humanité fait face au super bazar ambiant concernant les processus identitaires et les nombreux défis existentiels pour l'humanité qui ne manquent pas actuellement sur la planète. Dans l'épisode 1, nous nous étions arrêtés au constat que les identités actuellement nous condamnent à interagir selon une dynamique dramatique dont il est urgent de sortir dans nos relations avec nous-mêmes et avec les autres pour échapper aux pièges qui nous sont tendus. Le problème, c'est que la plupart des humains n'ont absolument aucune conscience de la portée politique et collective qu'ont les identités auxquelles il et elle s'accrochent. Globalement, par rapport au constat que c'est le bazar ici-bas, il n'y a que deux grandes manières, on est toujours dans un truc binaire, il n'y a que deux grandes manières d'y faire face. Soit on va se dire, oh, je vais essayer de changer le système de l'intérieur, plein de manières possibles. Je m'engage en politique, je m'engage dans ci, dans là, qu'importe, ou dans une ONG, dans le New Age, et je fais le jeu de la psychologie positive, inventé par Martin Seligman, psychologue, mais ce projet est un projet visant à changer les économies gouvernementales en direction de l'économie du bonheur. Et donc c'est un projet politique. Projet en cours de réalisation grâce à la rencontre de cette théorie de la psychologie positive avec un économiste britannique, Sir Richard Lyer. C'est drôle parce que son nom, si on le prononce plus ou moins bien, ça ressemble quand même vraiment à menteur. Sir Layard, L-A-Y-A-R-D, ça ressemble phonétiquement à liar, L-I-A-R, et qui veut dire menteur. Il est créateur du CEP, du Centre pour la performance économique, et il est également à l'origine de l'introduction d'une nouvelle statistique nationale mesurant l'indice de bien-être d'une population aux côtés du PIB. Bien évidemment, dans le mouvement des colibris, on lit très souvent les bouquins de ce monsieur. Le projet est bien avancé puisqu'il existe maintenant un nouveau métier qui s'appelle le Chief Happiness Officer, dont le job est de veiller à maintenir dans l'entreprise un climat psychique tempéré. Quand on écoute ces gens-là, on a l'impression que ça dégouline de bienveillance. Oui, le but de l'économie devrait être le bien-être de la population, alors que dans sa mise en œuvre, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est un pseudo-bien-être court-termiste et vide de sens qui devient une nouvelle ressource pour la performance économique. Allez donc voir le documentaire sur Arte, Le business du bonheur. Je vais vous lire l'intro et une des conclusions majeures. Alors, introduction. Ce serait l'image du bonheur, celle de parents encourageants et jamais en colère, de conjoints équilibrés et toujours authentiques, de voisins épanouis et avenants, de collègues positifs et ambitieux. Pour eux, chaque épreuve est l'occasion d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Le développement personnel serait la clé du bonheur contemporain. Nananana. On arrive à la fin au constat suivant que il y a un accroissement parallèle du mal-être au travail et du coaching positif, qui est le symptôme d'un cercle vicieux où la bienveillance des managers pallie de plus en plus difficilement la violence de la compétition économique. Et la question omniprésente du bonheur, est-elle vraiment le luxe des pays riches qui ne connaîtraient plus ni famine ni guerre sur leur territoire, ou serait-ce le miroir aux alouettes de sociétés en perte de sens dans lesquelles le travail et toutes les activités humaines ne sont plus régies que par la quête d'une optimisation perpétuelle? Tout ce qui est dit dans ce documentaire, c'est ce que j'ai tenté de dénoncer sur cette chaîne. Donc, comme de coutume, petit travail de déprogrammation de la manipulation par le langage. Si on parle de psychologie positive, ça veut donc dire
qu'on considère qu'il existe par ailleurs une psychologie négative, qui serait celle qui s'occupe de soigner les traumas et les blessures profondes. On est donc d'emblée dans un égrégore de pensée binaire et dualiste, où le but s'efface devant les moyens, donc disparition du sens. Et donc, on va être là à se dire: «Oh là là, faut pas regarder le négatif, parce que ça ne va non, on n'arrive rien à résoudre. Alors on va juste se concentrer sur le positif et on va se développer, on va se développer». Et on arrive à l'expression développement personnel, qui fait en fait appel au même mythe, au même discours que celui de la croyance en une croissance infinie dans un monde fini. Je vais un petit peu détailler mon raccourci. Le but s'efface devant les moyens. C'est un conflit entre deux grandes approches en psychologie. Il y a une frontière transatlantique là-dessus. C'est que, outre-Atlantique, ils sont dans le behaviorisme, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas du fonctionnement de l'appareil psychique. On ne se préoccupe que des comportements qu'il produit et on tente d'agir sur ces comportements en pensant que par rétroaction, ils agiront sur l'appareil psychique. Donc, ça donne des techniques visant à changer le comportement et à renforcer ces changements de comportement. Appliqué en France, ça a donné la méthode Coué, que tout le monde connaît, je pense. Autosuggestion, je me répète, je m'auto-hypnotise tous les jours avec des phrases positives, etc., etc. On a plein de films qui parlent de ça, Yes Man, Happiness Therapy, etc. En Europe, on a beaucoup d'autres approches très différentes de la psychologie, on va dire la psychologie des profondeurs, où on tient compte de l'inconscient, donc des packages négatifs, du non manifesté, de l'informe qui siège en chaque individu. Et il y a tout un tas d'outils thérapeutiques divers et variés qui tentent quand même d'aller dans ces profondeurs pour guérir les blessures profondes. Puisque le but, c'est quand même la guérison totale ou partielle. Concernant le rapprochement que je fais entre cette psychologie positive et le mythe de la croissance, donc le concept de finitude, certains pourraient m'opposer l'argument suivant: «Ah oui, mais l'inconscient, en fait, est infini, donc l'appareil psychique humain est infini». Alors oui et non. Il pourrait être considéré comme infini dans le sens où le subconscient est une porte sur les virus mentaux, archontiques, les parasites, l'astral, mais bon, ce n'est pas ma définition de l'infini et il est fini dans le sens où les process de l'inconscient consistent principalement en des boucles qui peuvent être identifiées, observées, notamment avec un outil comme le triangle du drame de Karpman. Et par ailleurs, comme nous le verrons un petit peu plus loin dans la vidéo avec le concept de résilience, l'appareil psychique humain peut être considéré comme un matériau ductile, sujet à des déformations élastoplastiques. Et il existe toujours une limite, un point de rupture. Bon, je pense que personne n'ignore que le terme de résilience psychique, on le doit au psychiatre Boris Cyrulnik, qui a fait percoler ce terme issu des sciences physiques, on le verra un peu plus loin, vers la psychologie. Il y a dans ses travaux quand même déjà l'élément de positivité de soi, d'entretenir une image positive de soi-même, toute la question de l'estime de soi et comment y parvient-on, mais enfin, il indique quand même lui-même que la véritable résilience psychique n'est possible qu'avec un véritable travail sur soi. Il faut toujours se méfier quand il y a une percolation comme ça des mots d'un domaine de connaissance à un autre. Et je trouve qu'il y a jamais de réelle réflexion sur ces questions, d'autant que, comme mon auditorat le sait, le langage, c'est quand même central dans la question de la manipulation et de la programmation mentale. Donc vous voyez bien comment, à partir d'un même concept, finalement, on peut créer des choses et des réalités totalement différentes. On peut aller soit effectivement vers un véritable travail en profondeur pour guérir ces traumas profonds, soit on se fait infester par le behaviorisme et on obtient des pseudothérapies autour de tout ce que peut recouvrir le développement personnel, qui est une porte d'entrée dans le New Age,
Il est également intéressant de noter que Martin Seligman et Boris Cyrulnik sont tous les deux des personnes dont l'histoire personnelle a été marquée par la déportation des Juifs en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. De mon point de vue, les travaux de Boris Cyrulnik sont quand même un peu plus haut de plafond et plus ancrés dans la réalité que ceux de Martin Seligman. Mais voilà, Boris Cyrulnik, il a fait ses études de psychologie en Europe, hein, donc avec les outils de la psychologie des profondeurs, alors que Martin Seligman était aux États-Unis. Behaviorisme. Car la culture donne forme à l'esprit. Jérôme Brunner, psychologue américain, qui a initié la psychologie cognitive et qui l'a développée par la suite vers la psychologie culturelle, précisément pour contrer les limites du behaviorisme. C'est un très bel exemple de ce que j'ai dit dans de nombreuses vidéos, c'est-à-dire que par rapport aux outils, les outils ne sont pas vraiment le problème. Le problème est toujours du côté de la conscience qui utilise l'outil. Après, il existe tout de même des outils meilleurs que d'autres. Donc, un être très conscient cheminant vers sa souveraineté sait choisir ses outils en fonction des objectifs qu'il ou elle cherche à atteindre. Cet égrégore de psychologie positive peut se résumer dans un premier temps à cette phrase que je pense tout le monde a entendue au moins une fois: il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. C'est bien tourné, c'est bien dit. Ainsi que toutes les autres phrases positivantes du même type, c'est une injonction à ne jamais s'attarder sur ses émotions négatives, donc sur son vécu expérientiel, sensible et singulier de ce qui ne fonctionne pas dans son existence. Et à coup d'injonctions comme ça, quand c'est tout un système qui vous les resserre finalement en permanence, toute la journée, ça devient une interdiction, en fait, à s'appesantir sur ses propres émotions négatives. Parce que si on n'a pas le temps de s'appesantir dessus, on n'a pas le temps de comprendre pourquoi elles nous traversent, comment elles nous traversent et quand elles nous traversent. Donc on n'a aucune chance de se rendre compte qu'en fin de compte, ces émotions négatives sont présentes et légitimes parce qu'elles nous traversent à des moments où on a vécu des situations d'injustice, des situations inacceptables, des situations où il existe un élément de fatalité, quelque chose sur lequel nous n'avons aucun contrôle et qui a pris le contrôle et le pouvoir sur notre existence. Donc avec ce lavage de cerveau positif en permanent, on risque pas de commencer à interroger la nature de cette réalité. Il s'agit donc d'une interdiction visant à empêcher l'élaboration mentale, construite et cohérente sur un vécu sensible particulier, mais qui, si on y prend le temps de s'appesantir dessus et d'élaborer dessus avec d'autres personnes, devient une pensée politique et à portée collective. Ainsi donc, ce tissu de positivisme, de positivitarisme, même faut-il dire, qui est tissé, empêche toute élaboration sur l'existence de conflits dans la société, sur l'existence de problèmes politiques, tout simplement. Et du fait que non, l'existence ou le destin, la destinée d'une personne ne dépend pas à 100% que de la personne. L'existence d'une personne, c'est la rencontre entre une volonté individuelle et quand même une part de fatalité, laquelle est totalement niée dans cet égrégore de psychologie positive, qui constitue la suite logique des nouvelles organisations du travail apparues dans les années 70-80, aplanissement, horizontalisation des organigrammes, individualisation des parcours professionnels, un discours proactif sur les déroulements de carrière. Tout cela avait un objectif déjà précis: détruire les collectifs de travail et la conscience de classe qui allait avec, donc détruire toute possibilité de résistance collective. Parce qu'il est parfaitement certain que sans résistance collective durable sur plusieurs générations, les conditions de travail, elles n'auraient pas évolué d'un iota depuis le 19e siècle. Même si ces résistances syndicales s'inscrivent dans un agenda global pour emmener l'humanité à un point bien précis où nous sommes actuellement, si les élites avaient pu se passer d'améliorer les conditions de travail de leurs esclaves, ils l'auraient fait. C'est une entreprise de dépolitisation du monde du travail, où l'on a remplacé la résistance collective à des organisations du travail délétères, étant donné les objectifs de performance économique toujours plus vite, par des discours lénifiants de bien-être et de résilience.
la résilience, hein, ce nouveau mot à la mode, tout le monde en a plein la bouche. Chaque fois qu'il y a ce genre de mot que tout le monde s'approprie et qu'on entend répéter, répéter, tout le monde se gargarise avec, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'il y a des loups qui se font passer pour des agneaux. Combien d'entre vous connaissent la définition originale du mot résilience? D'où vient ce mot? C'est un terme issu de la science des matériaux, de la résistance des matériaux, de la théorie de l'élastoplasticité. Donc on va aller lire une définition. La résilience est la capacité d'un matériau à absorber l'énergie d'un choc en se déformant. On distingue les matériaux fragiles des matériaux ductiles. Les matériaux fragiles, c'est qu'ils vont se casser suite à un choc. Les matériaux ductiles sont des matériaux dits plastiques, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de subir des déformations importantes sans se casser. On va à la fin parce que j'aime beaucoup. Deuxième paragraphe. Dans le cas des matériaux fragiles, la résilience est caractérisée par l'énergie nécessaire pour déformer et rompre le matériau lors d'un choc par un objet percuteur. Alors, est-ce que vos neurones percuteurs y percutent là? Que donc on est en train d'appliquer ce terme à la psyché humaine. Maintenant, vous faites plus stratégie du choc dont l'humanité est victime depuis tout le temps. Enfin bon, on va dire que ça a commencé à devenir vraiment évident avec le 11 septembre 2001. C'est la guerre permanente, une guerre psychologique. Donc ça donne quoi appliquer au monde de l'entreprise et du travail, hein? Il s'agit pour l'employeur de se donner les moyens de déformer l'appareil psychique de ses salariés sans qu'ils se rompent. Bien sûr, les éléments les plus fragiles arriveront à la rupture, mais c'est pas grave, ça passera dans les pertes et profits. La plupart consentiront à absorber des chocs de plus en plus puissants, sans brancher, voire même en disant merci. Alors si dans les années 90-2000, tous les espaces de convivialité avaient été supprimés dans les entreprises pour nettoyer les dernières scories de résistance syndicale qui étaient déjà plus qu'un souvenir, ils se sont retrouvés dans ces années-là avec le problème de l'absentéisme, du turnover rapide dans certains métiers, notamment tous les métiers autour de l'informatique, et également le burn-out. La psychologie positive, qui je pense est introduite probablement au début des années 2010 dans les univers professionnels, a permis aux employeurs de réintroduire des espaces de convivialité sous contrôle total de l'employeur. Là, c'est le strike. Sans mauvais jeu de mots, parce que strike, en anglais, ça veut dire grève. Le CHSCT, qui était le dernier truc qui pouvait faire chier l'employeur, n'a plus qu'à fermer sa gueule, à valider et applaudir. Greenwashing, marketing de l'image de l'entreprise en tant qu'entreprise durable, éco-responsable, humaine, etc. Et donc, à ce titre, qui pourra facilement attirer de nouveaux moutons brebis dans son entreprise. Donc, c'est une opération séduction, façon 21e siècle, de la même manière qu'il y a eu l'opération séduction au début du 20e siècle, avec les patrons paternalistes qui installaient des écoles, des logements pour leurs ouvriers, pour les fidéliser, améliorer un peu leurs conditions de vie parce qu'ils mouraient un peu trop vite, etc., etc. Puis ça fait un sacré business pour les space planners. Sur la même page, ça les dérange pas de dire que leur travail concerne le bien-être des salariés, car cela va augmenter leur productivité. Bon, il est clair que les entreprises qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas des locaux aussi spacieux feront appel au recrutement de Chief Happiness Officer. Et il ne fait aucun doute que post-Covid, où les entreprises rencontreraient des problèmes de recrutement, une entreprise qui peut afficher sur sa plaquette des espaces détente, convivialité, ou dire qu'elle recrute des Chief Happiness Officer, je pense que c'est un discours séduisant pour les salariés. Sauf que les moments de convivialité organisés par le Happiness Officer, ils sont complètement espionnés sous contrôle. Parce que bon, le Chief Happiness Officer, c'est un salarié, donc il fait du reporting, il a des objectifs, lui aussi, à atteindre. Quant à l'état psychique du cheptel humain au travail,
C'est pas dans ces moments de convivialité que tu vas pouvoir élaborer avec tes collègues sur d'éventuels problèmes dans l'organisation du travail. Et puis d'ailleurs, si jamais un jour, tu te suicides, tous tes collègues pourront témoigner que: «Mais non, tout allait très bien au travail, on passait du super bon temps avec les moments de convivialité, les trucs et les machins». Les cacahuètes pour les singes, qui écopent en réalité d'une injonction à être heureux sur commande, voire même à simuler la joie et le bonheur au travail, parce qu'on imagine très bien que celui ou celle qui négligerait, d'assister à ces moments de convivialité va vite se retrouver, comme, mouton brebis noir du troupeau, hein. Donc quel que soit, ton agenda et tes contraintes professionnelles, il vaudrait mieux que tu trouves encore le temps d'accomplir cette tâche de faire le singe qui s'amuse sur commande. En plus du fait que ton état psychique, il est espionné et sous contrôle de Chief Happiness Officer, ta productivité également fait l'objet de statistiques et est espionnée. Avec ton badge et la puce RFID qu'il y a dedans, tous tes trajets, la gestion de ton temps, y compris le temps que tu passes aux chiottes, sont espionnés, ainsi que toute l'activité, de ton ordinateur. Tout est enregistré, il y a des logiciels espions, puis, ils sont en cours de développement rapide maintenant aussi avec le télétravail. Il faut quand même pouvoir surveiller les salariés, même quand ils sont pas dans l'entreprise. Surtout quand ils sont pas dans l'entreprise. Et j'ose même pas imaginer ce qu'ils peuvent faire avec, la 5G, le Wi-Fi, et les caméras installées partout dans les open space et les espaces de travail, même si les employeurs s'en défendent, mais pour moi, c'est évident que c'est le cas. Être en télétravail avec un ordinateur de ton employeur, c'est faire entrer des logiciels espions dans ta vie privée domestique. Avec la 5G, la domotique et les objets connectés, toutes les activités de la famille peuvent être espionnées par l'employeur. Donc c'est parfaitement clair, nous sommes déjà dans un meilleur des mondes, orwellien. Bien sûr, dans les plus grosses boîtes, tu peux sûrement bénéficier de cours de relaxation diverses et variées, méditation de pleine conscience et autres, voire même comme c'était le cas chez Renault, tu avais des masseurs, qui pouvaient venir directement te masser dans ton bureau. Ça n'a pas empêché chez Renault à la fin des années 2000 des suicides de cadres sup sur leur lieu de travail, hein. Tout a été classé sans suite par le parquet, hein. Tout le monde semble avoir oublié. Moi, je risquais pas d'oublier, je travaillais pour eux à l'époque. Et ce qui m'a frappé, c'est de constater la léthargie totale de l'environnement de travail suite à ces événements. Il n'y avait aucun mouvement de pensée autour de ces tragédies qui venaient de se produire dans l'entreprise et personne n'en parlait. Tout le monde continuait à faire son boulot comme si de rien n'était. Donc là, il convient de se poser la question, s'agit-il de résilience psychique inédite chez les travailleurs ou bien s'agit-il d'un abrutissement et d'une anesthésie, d'une léthargie profonde, dont résulte une docilité à toute épreuve, à l'épreuve de la mort et du suicide au travail. Autrement dit, les conclusions du psychodynamicien Christophe Dejour, dans son livre Souffrance en France, édité en 1998, quant aux nouvelles organisations du travail, à la banalisation du mal, qui vont conduire à ce que les univers professionnels deviennent les ferments d'une nouvelle barbarie, se sont avérés tout à fait exacts. Et nous sommes face à un ensauvagement du monde professionnel, où la décision de suicide d'un individu va se faire dans l'indifférence générale, dans une atmosphère professionnelle qui se veut ludique et décontractée, dans le décor feutré des open space au papier peint zen, où tu as même du café et du thé bio au distributeur, sur fond de musique de chambre avec pour chef d'orchestre le Chief Happiness Officer. Donc le plus pervers dans tout ça, c'est que l'entreprise qui aura des Chief Happiness Officer ou des espaces détente, convivialité, design, même s'il y a des suicides dans son entreprise, il est tranquille Émile, pépère Albert, hein. Il pourra prouver que regardez, moi j'ai tout fait pour respecter la loi en termes de la santé au travail de mes salariés, et j'ai plein de Chief Happiness Officer et d'espaces détente, lounge, baby-foot, billard, ping-pong, mini-golf, très à la mode chez les cadres sup, potager même dans certaines entreprises. Dans toutes ces affaires de suicide sur le travail, de toute façon, tout a toujours été classé sans suite par la justice. Ah ça, c'était du temps où les gens, ils bossaient sur un lieu de travail qui appartenait à l'employeur. Mais post-Covid, maintenant, il y a de plus en plus de gens en télétravail. Alors ceux-là, quand ils vont se suicider chez eux,
Ah, on peut être sûr d'une chose, c'est que les employeurs, ils sont royal tranquilles. Il ou elle avait des problèmes personnels. J'avais imaginé le terme à l'époque de darwinisme social organisé dans le monde du travail. Parce que c'est très clairement comme ça que les penseurs ont vu la chose. Maintenant, celles et ceux dont l'appareil psychique refusera de s'adapter à cela, sont-elles vraiment les maillons faibles? Parce que si être fort, c'est accepter d'être un robot et être programmé à avoir une éthique falsifiée par une injonction à singer le bonheur en toutes circonstances, par peur de ne plus bénéficier de la chaleur d'un troupeau qui d'ailleurs n'existe plus, puisque maintenant tu es seul, ensemble, dans le monde de l'entreprise. La question reste ouverte. Donc si dans les décennies précédentes, on va dire jusqu'à la décennie 2000, les gens qui faisaient un burn-out, tout ça, ils savaient à peu près en fait pourquoi ils allaient pas bien et pourquoi éventuellement ils avaient des pensées suicidaires. Ils pouvaient élaborer dessus, mais là, dans un tissu où même l'état émotionnel est mis sous contrôle, aussi bien au travail qu'en télétravail, l'injonction à être tout le temps souriant, envoyer des smileys, des clins d'œil, etc., ne se limitant pas à l'univers professionnel, hein, vu que les gens maintenant interagissent beaucoup sur les réseaux sociaux, tout ça de manière simplifiée, sur ce mode, et qu'éventuellement ils vivent avec un ou une conjointe qui est aussi sur ce mode d'injonction à sourire, à être heureux, etc., on va avoir des gens qui vont se suicider sans même savoir pourquoi. Hein, en n'ayant aucune poignée pour commencer à comprendre pourquoi ils se sentent mal, puisqu'à aucun moment donné de leur existence, ils auront pu en parler et élaborer dessus avec d'autres. Allez voir l'épisode 1 de la saison 3 de la série Black Mirror. Toujours est-il que pour la plupart des gens, cet égrégore de positivitarisme suffira largement à leur extraire leur substantifique moelle, jusqu'à éventuellement ce que mort s'en suive. Et puis pour celles et ceux qui vont se poser un peu plus de questions, c'est pas grave. Ah, tu veux te poser des questions sur ton éventuel mal-être au travail? Va donc faire un peu plus de développement personnel en dehors du monde de l'entreprise. C'est là, tac, t'es branché directement sur le courant New Age, qui va juste en fait te repackager la psychologie positive, mais appliquée à ton âme. Cette psychologie positive qui structure absolument tout nos sociétés occidentales aujourd'hui est donc un outil d'idiocratie, de gouvernance par la médiocrité. C'est ce qui permet de faire passer de l'excellent travail de journalisme d'investigation pour des théories du complot, comme si les complots n'avaient jamais existé, quoi, de mémoire d'histoire d'humanité, je sais pas, la Saint-Barthélemy, par exemple, pour ne citer que ça. Mais non, aujourd'hui, on a vachement évolué, ça n'existe plus les complots à grande échelle et les conflits d'intérêts. Et que la mouton brebis de base ne fait aucun rapprochement entre son existence médiocre et tous les programmes de divertissement qu'elle paye en s'abonnant à Prime Video, Netflix et toutes ces conneries. Hein. Dans la chronologie de l'humanité, pour ensemencer comme ça toute la société avec un égrégore de psychologie positive, il fallait préalablement, bien sûr, détruire l'ancienne égrégore de croyance qui régissait, on va dire, la manière dont les gens mettaient du sens sur l'existence et qui était, pour ce qui concerne le monde occidental, en tous les cas, complètement de l'ordre de la fatalité, c'est Dieu qui l'a décidé, quoi. Qu'on est passé de ce truc-là de travers, Dieu et le diable ont décidé de tout, en fait, dans ton existence. Ah, maintenant, c'est toi qui décides d'absolument tout dans ton existence. C'est pas du tout binaire comme truc, ni stupide. Hein. Ne vous réveillez pas, dormez tranquille, braves gens. Donc se laisser programmer par cette campagne idiocrate, hein, c'est la première manière de faire face à cette réalité. La deuxième, bien sûr, c'est d'être contre, hein, d'être là à traquer la moindre chose qui va nous déranger, la moindre norme que nous allons diagnostiquer comme étant oppressive, hein, et donc rentrer dans des luttes contre perpétuellement. Donc c'est par exemple le cœur du lobby LGBTQIA+, hein, qui complète à merveille la première manière de se donner l'illusion d'exister en tant qu'individu dans cette réalité de travers. En tous les cas, il est très clair que ces 40 dernières années, le centre des préoccupations politiques
de Monsieur Mouton et Madame Brebis s'est déplacé depuis les questions des conditions de travail et des conditions du travail à celle de la seule revendication en place publique de sa sexualité. Donc en fait, en termes de débat de société, on est passé de ce qu'il y a finalement de plus public et collectif, travailler ensemble, réaliser des choses ensemble, à ce qu'il y a de plus intime et personnel. En un mot, il y a eu une bonne vieille inversion entre privé et public, où tout se passe comme si le seul et unique dernier espace de liberté à conquérir, c'était du domaine de la sexualité, et pour conquérir cette liberté, il faut l'afficher en permanence, en place publique et sur les réseaux sociaux. LOL! Et donc, dans une masse normopathe apathique programmée par la psychologie positive, bien évidemment que des programmes comme LGBTQIA+, Rainbow Arc-en-Ciel, etc., n'aura aucun mal à être accepté. Tout est positif, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a aucune voie de sortie, puisqu'il n'y a aucune prise de conscience que ces polarisations identitaires font toujours le jeu du système de contrôle. Et ce ne sont pas d'ailleurs les dystopies qui manquent, qui nous montrent à quel point cette psychologie positive-là du bonheur, business du bonheur, fait partie du plan du nouvel ordre mondial. Childhood Ends, par exemple, ou beaucoup plus récemment Utopia Falls. Enfin bref, presque toutes les dystopies qu'on nous pond à l'écran font appel à l'égrégore de psychologie positive. On connaît déjà les conséquences de cette psychologie positive et de son injonction au bonheur à être heureux sur le suicide des jeunes, hein, qui suivent des influenceurs, des influenceuses sur Twitter, etc., qui arrivent à, dans cette société du spectacle, mettre en scène le truc le plus insignifiant de leur vie privée pour faire apparaître ça comme étant la grande vie, je ne sais quoi. De sorte qu'il y a des jeunes, avant même d'attendre l'âge de 20 ans, ça semble tellement inatteignable pour eux d'avoir une vie aussi parfaite, ou pour elles d'avoir les lèvres siliconées, un cul entre guillemets soi-disant parfait comme les Kardashians, qu'ils ou elles se suicident. On a des jeunes qui se suicident parce qu'ils pensent ne pas pouvoir accéder à un bonheur factice. C'est terrifiant, hein. Encore une fois, voilà, si le boulot sur les stéréotypes de genre concernant les femmes avait été fait, en écoutant les analyses et les recommandations des féministes radicales sur la question, on n'en serait pas là. Je pense qu'il y a quelques jeunes filles qui ne seraient pas suicidées aujourd'hui. Quant aux jeunes hommes, il n'y aurait bien évidemment pas de phénomène des incels, des célibataires involontaires dont je parlerai dans la vidéo 116. Et il n'y aurait aucun marché pour les influenceuses ou influenceurs qui deviennent millionnaires en vendant une vie quotidienne factice dans un bonheur tronqué. Allez donc relire Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ils ont l'impression d'être heureux, les gens, en étant complètement sous contrôle, en étant juste un rouage dans une machine où chacun des éléments, finalement, croit être heureux. Il a été conçu pour que ses potentialités intellectuelles ne dépassent pas l'importance de sa tâche et qu'il ne puisse pas se voir comme un simple rouage dans une machine, comme dans un moteur automobile. Et être performant dans la tâche pour laquelle il a été conçu, c'est le sens de son existence. Donc tout va bien. Dans notre réalité, 1984 de George Orwell a été intégré au meilleur des mondes, décrit par Aldous Huxley. Une réalité à la 1984 est préférable parce qu'elle offre au moins une possibilité de changement, puisque les individus ne peuvent pas ignorer qu'ils sont sous contrôle et espionnés en permanence. Alors que là, le fait qu'on soit sous surveillance totale, la moindre de nos cellules, de la pulsation cellulaire maintenant avec ta montre connectée Apple peut être espionnée, ça se fait avec notre consentement. C'est là que va l'argent et l'énergie de travail mise à faire le singe auprès du Chief Happiness Officer. N'y voyez aucune insulte pour les singes, ils sont moins cons et connes que nous, et certainement plus authentiquement heureux. Bon, en Chine, ils font l'expérimentation inverse. Ils ont implémenté le meilleur des mondes dans 1984. On verra bien si, à terme, il y a des révoltes. Ça paraît compliqué quand même. Dans un cas comme dans l'autre.
Moi, je connais pas les autres timelines planétaires, hein. Je n'ai pas cette habileté à naviguer comme ça, dans les différents plans et tout ça, mais très franchement, je crois que je peux m'en passer et j'ai l'absolue certitude que nous sommes sur la pire de toutes. Pour toutes les personnes, qui croient encore à cette idée véhiculée par le New Age, qu'il pourrait y avoir un saut quantique, de conscience, hein, chez une masse critique de gens, donc personnellement, moi, je n'y crois pas du tout. D'ailleurs, je ne crois pas, j'observe que nous allons manifestement vers les heures les plus sombres de l'humanité. Si un sursaut de conscience avait dû se produire, il aurait dû se produire à l'occasion de cette, fausse pandémie Covid. C'est pas ce qui s'est passé. L'écrasante majorité des gens ont accepté le QR code et la vaccination de masse. Donc c'est juste totalement réaliste de dire que les modestes espoirs qui pouvaient nous rester avant, ils sont derrière nous et que ce qu'on pense, avoir été le plus sombre, la Seconde Guerre mondiale et cetera, n'était qu'une répétition à petite échelle de l'horreur qui est en train de se produire et qui va se produire pour des milliards d'êtres humains sur cette planète. Je ne vois pas comment nous allons échapper à un avenir, tel que, ça nous est décrit dans, la série Westworld, par exemple, hein. Je viens tout juste de finir de visualiser la saison 4 et sans vouloir faire mon Bernard, je pense que la prédiction, est juste et tout à fait réaliste, à plus de 99. Je me dis là, maintenant, ce qui serait préférable, c'est qu'il y ait un gros cataclysme cosmique, effectivement. C'est préférable de quitter ce plan comme ça, plutôt que de ne jamais pouvoir le quitter du tout, parce que, ADN totalement, piégé sur ce plan. Mais pour revenir à la partie de mon auditorat qui est quand même assez conséquente, hein, qui entretient encore très clairement, des croyances que, il va se passer des trucs, les gens vont se réveiller, alors qu'eux-mêmes sont encore profondément endormis. J'ai un auditeur qui m'avait, transmis un projet, avec une énorme levée de fonds, de 2 jeunes gens, pour acheter un énorme domaine, où il promettait, chez nous, pas d'assemblée générale. Chaque personne, voilà, s'arrange avec celle avec qui elle veut développer des projets dans la bienveillance, la joie et la bonne humeur. Donc si j'ai bien compris, aucune structure formelle, aucune organisation, aucune règle. Ils assurent également que, par rapport aux fonds qui seront apportés par, les uns et les autres, il n'y aura, aucun pouvoir spécifique attaché aux fonds apportés par les personnes, y compris pour eux. Les 270 000 € là ont été collectés auprès de 650 donateurs. Ils parlent donc des sages apprentis, hein. C'est un appel à des gens qui veulent cheminer vers la sagesse tout en ayant conscience qu'ils ne sont pas encore, des sages, confirmés. Je n'ai absolument rien contre ces 2 jeunes gens, mais j'exprime des gros doutes quant au réalisme et à la faisabilité de leur projet et je ne saurais que trop leur rappeler l'adage: «L'enfer est pavé de bonnes intentions». Surtout qu'ils semblent s'inscrire, hein, dans ce que j'appelle, hein, l'égrégore de la psychologie positive et du système de croyance qui va avec, hein, c'est-à-dire, le New Age. Je suis pas sûre qu'ils aient des outils concrets en termes de dynamique de groupe, autres que la CNV, communication non violente, issue de la psychologie positive bien entendu, mais qui ne permet pas de résoudre les logiques de domination, notamment dans l'activité conversationnelle mixte. Or, les jeux de pouvoir et les rapports de domination prennent naissance dans l'activité conversationnelle usuelle. Je vous renvoie à la vidéo 46 sur la répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la conversation. Lien en description. Alors vous allez peut-être être étonné que je passe un peu de temps sur des personnes avec un niveau d'inconscience assez plafond. Mais je le fais parce que c'est un cas d'école, hein, qui permet d'illustrer, hein, parfaitement ce que produisent les identités spirituelles et l'ego spirituel. Tout ce que je vais dire, hein, se place dans le contexte actuel, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas en rupture de normalité. Bon, si ce projet se réalise dans des conditions de rupture de normalité, ce sera juste le chaos total. J'ai bien dit le chaos, hein, pas l'anarchie, parce que même les anarchistes, ils se sont quand même donné des règles, hein, pour fonctionner ensemble. Si la tyrannie ne vient pas des 2 personnes à l'origine du projet qui sont au centre du cercle horizontal au départ, elle viendra de toute façon d'autres personnes qui viendront sur le lieu. C'est l'objet du point numéro 5.
Alors, premier point. Sur le qui, j'ai pas très bien compris si les personnes qui iront sur le lieu sont les donateurs, donc les 650 personnes là qui ont donné, ou si ça peut être n'importe qui se reconnaît dans les valeurs du manifeste One Nation. Je vous mets le lien en description. Ce ne sont que des déclarations d'intention et de volonté très New Age, dans la bienveillance, le cœur, faut prendre soin de la nature et des uns et des autres, etc., etc. En clair, ce manifeste, il y a à peu près tout le monde qui peut s'y reconnaître aujourd'hui. Comme je l'ai bien démontré dans cette vidéo, la psychologie positive et les préoccupations écologistes sont loin d'être le privilège de personnes qui sont dans une forme de spiritualité aujourd'hui. Donc ça fait référence au respect de toute forme de vie, etc. Je ne sais pas s'ils connaissent très bien le monde animal et ses besoins fondamentaux. Avoir un territoire, un abri, de quoi manger, de quoi boire, un minimum de sécurité, quoi. Trouver un ou une partenaire pour la reproduction. Certains animaux sont extrêmement territoriaux et les combats pour un abri idéal peuvent aller jusqu'à la mort. Pareil d'ailleurs pour les combats de certains mâles dans certaines espèces pour les femelles. Vous savez que pendant le brame, le cerf dominant, il maigrit beaucoup parce qu'il ne s'alimente plus tellement il est préoccupé à féconder toutes les femelles et à bien veiller à ce qu'il n'y ait pas d'autres mâles qui les fécondent à sa place. Et est-ce qu'il pense que l'être humain est tellement supérieur au reste du monde animal qu'il aurait des besoins fondamentaux et vitaux différents? Je parle évidemment de l'écrasante majorité du cheptel humain actuellement, qui n'aurait aucun mal à signer ce manifeste. Donc si avec ce seul critère, il s'avère qu'ils sont réellement prêts à accueillir n'importe qui, sans aucune limite, avec aucune règle de fonctionnement, eh ben, ils vont se faire vampiriser comme il faut leur belle énergie. Et l'atterrissage à la réalité sera malheureusement d'une extrême violence. Et ils feront l'apprentissage de comment fonctionne réellement dans ce monde inversé la loi d'attraction, s'ils y survivent. Parce que nous sommes en 2022, bientôt 2023. On n'est plus il y a 10 ou 20 ans, ou même 30 ans en arrière, où les premiers écolieux, éco-hameaux ont existé. On est post-Covid. C'est-à-dire que dans un futur probablement très proche, il y a plein de gens, peut-être, qui vont se retrouver sur le carreau pour X raisons possibles et qui vont se précipiter sur ce type-là de lieu. C'est-à-dire qu'on a encore moins le droit à l'erreur aujourd'hui quand on veut concrétiser ce type-là de projet. Rupture de normalité ou pas, vous imaginez 650 personnes, voire plus, qui voudraient débarquer sur une très courte période de temps sur un même lieu, même de 200 hectares. Parce que vu l'ampleur du projet, c'est-à-dire le nombre de personnes auxquelles ils font appel pour venir s'inscrire dans leur utopie là, il me semble que à minima, il faudrait se donner une règle sur à quel rythme on peut accueillir de nouvelles personnes sur le lieu. Ou alors peut-être que dans leur passé professionnel, ils étaient organisateurs de festivals et que pour eux, il n'y a aucun problème, ils peuvent mobiliser plein de blocs de chiottes, etc., comme dans tous les festivals en plein air qu'on connaît. Deuxième point, du point de vue juridique, légal et formel, bon, ils ont beau déclarer avoir fait sécession avec l'État français, ils ont bien été obligés de créer une personne morale qui est un fonds de dotation. C'est une structure juridique qui est capée pour le financement participatif. C'est donc une structure formelle avec des organes de fonctionnement et des règles de fonctionnement pour la gouvernance du fonds. Pour créer ce type-là de structure juridique, il faut quand même déposer des statuts et en fouillant sur leur site web, j'ai vu ces statuts nulle part. Ils disent juste que le fonds de dotation est une entité fictive dont personne n'est responsable, quoi. Donc je sais pas, je pense pas qu'ils aient pu enregistrer un fonds de dotation avec aucun nom mentionné quant à la gouvernance de ce fonds de dotation. Parce que cette personne morale, elle va interagir quand même avec le monde, ne serait-ce que pour payer la taxe foncière, par exemple, pour faire des achats. Bref, il y a un compte bancaire, quoi.
qui doit être géré par une personne physique ou morale. Sûrement que c'est Hello Asso, hein, qui est gestionnaire du fonds de dotation, du coup, il y a peut-être effectivement aucun nom de personne physique, dans les statuts, du fonds de dotation, hein. Mais bon, toujours est-il que ce serait quand même bien qu'ils mettent ces statuts en consultation libre, hein, sur leur site. Donc cet aspect qui est quand même, la pierre fondatrice quoi, du fait que le projet il est réalisable ou pas avec cet argent, déjà il y a pas de transparence, là-dessus et s'ils pensent que, mettre une personne morale aux manettes financières, ça les protège, des logiques, de, ce qu'on appelle l'instinct de propriété privée des individus, c'est qu'ils ont rien compris au monde qu'ils cherchent à fuir, hein, et qu'ils condamnent. C'est une attitude quand même assez infantile, hein. «Oh là là, le joujou argent, non, non, attends, c'est trop dangereux, allez boum, je le balance ailleurs, hein, donc je jette le voile dessus, je mets ça en gérance par une personne morale et tout va bien se passer». Non, tout va pas bien se passer. D'ailleurs, ils ont été déçus par, Hello Asso à qui ils avaient fait appel et qui a décidé de rembourser les donateurs alors que c'était pas leur souhait, si j'ai bien compris. Bon, ils prétendent, tirer enseignement de ces déconvenues avec, la réalité, que font-ils? Ils maintiennent leur projet sans rien y changer et ils se réfugient dans l'imaginaire, avec toute l'imagerie New Age, qui va bien, pour se réconforter, avec des jolies vidéos sur, «Oui, même couvert de boue, tu as un joyau à l'intérieur de toi que rien ne peut ternir». Ça sonne très comme français ça quand même. Vous savez, ce qu'on nous a toujours dit, nous les Français, on est les seuls à pouvoir, chanter les 2 pieds dans la merde. Mais bon, si le niveau de merde, il remonte jusqu'au bec du coq, il finit par s'étouffer quand même. Non, la leçon là, qu'il faut apprendre, c'est que sur la question de l'argent, chacun, chacune doit en être responsable. On est ici pour être responsable dans la matière, les uns vis-à-vis des autres. Troisième point, en tant que sages apprentis, il serait souhaitable, qu'ils apprennent et mettent en œuvre la toute première des leçons, qui est celle-ci. Le manifester émane et est engendré par la pensée. Si on pense de travers ou de manière incomplète, on va manifester ici un truc de travers et incomplet. La seule question à laquelle il faut répondre, c'est: avez-vous constaté que dans ce monde, les belles pensées, les belles paroles étaient suivies d'actions cohérentes avec ces déclarations d'intention? C'est oui ou c'est non? Si c'est oui, fin de l'histoire. Si c'est non, et bien évidemment que la réponse à cette question est non, parce que nous ne sommes pas ici dans ce que j'appelle les royaumes libres où, les lois de l'esprit, sont en vigueur. Pas du tout, hein. On est dans un truc inversé ici. D'où l'adage: «L'enfer est pavé de bonnes intentions». Donc si pour eux la réponse à cette question c'est non, ils seraient bien avisés d'utiliser le temps qui leur est donné du fait que le premier lieu envisagé pour ce projet ait été préempté par la SAFER pour, penser de manière plus complète et cohérente, à leur projet d'oasis. Parce que bon, c'est bien beau de parler liberté et de souveraineté. La liberté, c'est l'arlésienne de l'humanité, quoi. Tout le monde en parle, personne ne l'a jamais vue. On a pourtant accumulé déjà pas mal, d'expérimentations sur le thème de la liberté, de guerre et cetera et pour autant, on n'a jamais été plus loin de la liberté qu'aujourd'hui, hein. Donc si on veut avoir, un modeste espoir d'atteindre cette liberté, il faut bien comprendre de quoi exactement, nous sommes censés nous libérer et comment y parvenir. Ce qui m'amène à la seconde leçon, que des sages apprentis quand même de reconnaître. La liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Or, dans ce projet, il s'agit finalement pour eux de donner un espace de supposée liberté à plein d'autres personnes. Donc bien évidemment qu'ils sont polarisés, voire verrouillés, hein, sur la polarité sauveteur-sauveteuse, hein, du triangle dramatique de Cartman et comme mon auditeur le sait très bien, eh bien ils vont attirer à eux les rôles complémentaires, hein, victime, persécuteur, et cetera et voilà, tout le monde va bien s'amuser à tourner en boucle là-dedans. J'invite ces 2 personnes, si jamais elles tombent sur ma chaîne et sur cette vidéo, à s'attarder un peu plus sur ma chaîne, histoire de bien comprendre la nature de cette réalité et la nature des différentes humanités qui peuplent cette planète.
Ce qui leur permettra peut-être de comprendre comment la loi d'attraction, qui est une perversion de la loi de conscience, fonctionne ici. Quatrième point, ce que je trouve sidérant tout de même dans cette proposition, c'est qu'il semble qu'ils ne soient même pas allés s'enquérir de toutes les connaissances qu'on peut avoir aujourd'hui sur ce qui a posé problème dans les écolieux, les écovillages, etc., et les raisons pour lesquelles la plupart d'entre eux se sont effondrés pour ce que Monsieur Baronet appelle le PFH, le putain de facteur humain. Au minimum, faudrait qu'ils aillent rencontrer ce monsieur, quoi. J'ai consulté la vidéo de la chaîne YouTube En route vers l'autonomie, qui a formulé des mises en garde bienveillantes sur ce projet. Pour le moment, ils ont fait donc la sourde oreille, avec des phrases très faciles du type je vous laisse face à vos peurs. Non, mais il ne s'agit pas de peur, il s'agit de réalité. Je ne sais pas s'ils ont des enfants, il me semble que oui. Je me demande bien s'ils seraient capables de rester dans cette énergie du cœur, hein, et la paix, si dans leur projet, il y avait des personnes malveillantes, peu importe, qui portent préjudice à leur progéniture. Et donc ils ont une foi inébranlable en la loi d'attraction, c'est-à-dire qu'ils croient vraiment que toute personne s'autodéclarant se reconnaître dans le manifeste One Nation est nécessairement une personne aussi bienveillante et sur le même, entre guillemets, taux vibratoire qu'eux-mêmes. C'est avec cette fameuse loi d'attraction qu'ils avaient introduit ce lieu. Ils en avaient rêvé, ça y est, ça leur avait été offert et tout marche bien. Ouais, mais le lieu finalement, pour le moment, ce ne sera pas celui-là. Je ne les ai pas vus faire une quelconque remise en question du coup de leur loi d'attraction qui leur avait amené ce lieu, autre que la polarisation victime de oh, on nous a déclaré la guerre. En fait, de sages apprentis, il semble que l'on ait affaire à des ignorants souhaitant le rester, puisqu'ils ignorent l'expérience d'autres personnes, au moins aussi bienveillantes qu'eux, et ayant déjà tenté de réaliser le même type de projet. Cinquième et dernier point, du point de vue de juste la circulation de l'information. L'information, c'est du pouvoir, voire même c'est le pouvoir. J'en ai déjà parlé, je crois, dans mes premières vidéos, des études sur comment l'information circule et est échangée dans un groupe humain, et que, en termes de forme, le cercle, donc le truc horizontal où soi-disant on est tous égaux, c'est la structure la moins efficace pour échanger de l'information. Il y a une énorme déperdition, tout le monde ne va pas être au même niveau d'information, contrairement à ce qu'on croit, et il va y avoir en fin de compte des gens qui vont centraliser les informations. Alors quand on est à l'initiative d'un projet, comment vous dire, on se trouve au centre du cercle. Donc, qu'on le veuille ou non, quand on est à l'initiative d'un projet collectif, du simple fait qu'on soit au centre de la structure informationnelle, au départ au moins, on est dans une position de pouvoir quasi absolue. Et c'est très compliqué par la suite de quitter cette position centrale dans le cercle. Si c'est confortable pour eux que vous soyez au centre du cercle, les autres membres ne vous laisseront pas quitter cette position. Vous risquez fort d'être piégé au centre du cercle, que vous le vouliez ou non. Donc, d'un point de vue pratico-pratique, s'il s'agit de développer des projets, va y avoir donc très certainement des lieux mutualisés, je sais pas, un atelier, des outils mutualisés. S'il n'y a aucune organisation, aucun planning, aucune réunion, comment croyez-vous que ça se passe si plusieurs personnes veulent utiliser un même lieu ou un même outil au même moment? Ce qui est sûr, c'est que si eux, ils refusent d'organiser, de structurer quoi que ce soit, il y a un certain nombre de gens qui viendront s'installer sur ce lieu, qui eux vont le faire à leur place. Et ce sera la loi du premier arrivé, premier servi. Et ce sont les premiers arrivants sur le lieu qui vont tout structurer, et ceux qui arriveront par la suite seront obligés en fait de se mouler aux contraintes déjà existantes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans ce type-là de ce qu'on appelle organisation horizontale, plus on arrive tard dans le projet, moins il est possible de créer un nouveau projet, puisque les gens déjà présents, de toute façon, sont déjà occupés sur d'autres projets. Et les endroits stratégiques, genre ateliers, etc., sont probablement déjà overbookés et donc non disponibles. Je veux dire, puis ça peut être critique parce que bon, les premiers projets qui vont exister, c'est de créer son propre habitat.
Alors si, plus on arrive tard, plus il va falloir attendre longtemps avant de pouvoir, avoir soi-même son abri, c'est quand même, préoccupant, non? Donc les derniers arrivants, ce qui va leur arriver, c'est qu'ils vont être hébergés probablement dans la il y a quand même un bâti, hein, déjà, donc des zones collectives d'hébergement, bon. Ils vont aider les premiers à, eux, faire leur projet et après pour eux, est-ce qu'il y aura encore du temps, de l'énergie dispo? Parce que une fois que les premiers, ils auront fini là de construire leur yourte, leur truc ou je sais pas quoi, ils seront peut-être fatigués, ils auront peut-être envie de se reposer et ils seront peut-être pas, disponibles pour dire: «Ouais, OK, il y a pas de problème, j'enchaîne, allez vas-y, donc toi tu veux faire un carter? Allez j'y vais». Ce qui va se produire, c'est que de toute manière, bah, les personnes, qui s'expriment le mieux, qui ont le plus de compétences, quelles qu'elles soient, vont prendre les postes clés. Parce que c'est comme ça dans les dynamiques de groupe, structurées horizontalement, hein. Il y a les leaders et il y a les suiveurs, hein. Et voilà, et il y aura recréation d'une hiérarchie informelle et donc invisible, inconsciente, et c'est inévitable. Et donc à mon correspondant, voilà ce que j'ai répondu. Si un tel projet se réalise, bon, bah, déjà ce sera sans moi, hein, parce que bon, c'est pas comme si j'avais pas fait la vidéo 52 sur, les limites des structures écolieux, éco-hameaux et cetera, en expliquant très clairement quels devaient être, les critères, et les types de structures, dont on doit se munir, pour, échapper à un certain nombre de pièges. Et pour celles et ceux qui seraient, séduits par la proposition, en lieu et place, d'une utopie ne misant que sur, la supposée bienveillance, des individus, ils vont faire l'expérience de ce que c'est que la tyrannie de l'absence de structure. Et j'ai envoyé cette brochure, au correspondant qui m'avait, parlé de ce projet comme si c'était, ça y est, le nouveau monde est là, quoi. Je vous mets un lien de téléchargement dans la description, bien entendu. C'est une étude des dynamiques de groupe militants qui sont organisées de manière horizontale, de manière à précisément éviter les jeux de pouvoir, et qui démontre que les rapports de domination persistent dans ces organisations horizontales. Entendez bien ce que cela signifie. On a affaire à un groupe de gens qui militent, très souvent au péril de leur propre vie, contre les rapports de domination et contre l'oppression, et le constat c'est que parmi ces gens-là, les jeux de pouvoir existent et persistent. Donc il est évident que ce qui est décrit ne se limite pas au milieu du militantisme quel qu'il soit. Ce qui est décrit dans cette brochure est applicable à toutes les dynamiques de groupes humains structurés horizontalement, y compris les groupes d'amis, familles, et cetera. Donc pour moi, c'est une étude sociologique de dynamique de groupe et qui sont d'ailleurs, validées par, d'autres études, sociologiques, hein, mais, l'autrice est elle-même, une universitaire de toute façon. Donc que s'y passe-t-il dans ces dynamiques de groupe horizontaux? Ce sont des structures informelles, donc gouvernées par les intérêts individuels plus ou moins conscients des uns, des unes et des autres, qui vont structurer la vie collective. L'expérience montre que les dynamiques de groupe qui ont lieu dans ce type-là de structures informelles ne valent pas mieux que celles qu'on peut observer dans des structures formelles. C'est même pire, comme je vous l'ai démontré dans la présente vidéo. C'est ce qu'on fait des nouvelles organisations du travail, aplanissement des organigrammes, etc. Ce qui permet d'invisibiliser l'existence de personnes clés, celles qui centralisent, les informations, et cetera, celles qui s'expriment, mieux que les autres. Ça invisibilise l'existence d'une hiérarchie qui se greffe sur la structure, informationnelle et la manière dont l'information circule. Donc ça invisibilise les jeux de pouvoir qui sont toujours présents, mais qui sont devenus invisibles, relégués dans le subconscient, puisqu'on est dans une structure où tout le monde se fait croire à l'histoire que, étant donné qu'on est dans un truc horizontal, nous sommes toutes et tous égaux. Et donc, il va être considérablement plus difficile de faire arriver à la conscience des groupes qu'il existe tout de même des rapports de domination. Et donc ça devient impossible de les juguler le plus tôt possible, hein, parce que un rapport de domination, plus il va être installé dans les habitus, plus ça va être compliqué ensuite de revenir dessus, quoi. Et ce sera pas avec de la CNV d'ailleurs,
qu'on pourra y mettre un terme malheureusement. Ce sera avec une extrême fermeté, voire même en poussant quelques bons coups de gueule ou en mettant des gens à la porte manu militari. Donc il vaut mieux être dans une structure qui permet de les détecter le plus tôt possible, hein, histoire de pouvoir, y mettre un terme, le plus rapidement possible aussi. Et je vais enfoncer le clou, c'est que les groupes humains chez qui il y aura la plus forte résistance à prendre conscience de ça, bah, c'est précisément les groupes humains qui sont formatés dans l'égrégore de psychologie positive. Et si on est dans des croyances New Age, il y a en plus un effet, auto-hypnotique entretenu quotidiennement autour de cette injonction au bonheur, à sourire, et cetera. Ils veulent pas entendre de critiques, «Non, faut pas être dans le conflit, machin, CNV tout le temps». Alors voilà, de ma propre expérience, c'est impossible pour ces groupes-là d'ouvrir les yeux sur le fait qu'une tyrannie peut tout à fait avoir lieu dans des environnements comme ça, très doux, très soft, exactement de la même manière que dans le phénomène des gourous spirituels. Il y a certaines femmes qui sont maîtres dans cet art, d'ailleurs, hein. La main de fer dans un gant de velours, jamais un mot plus haut que l'autre. Communication, soi-disant bienveillante tout le temps. Elles se mettront jamais en colère, mais elles arrivent à tyranniser tout un groupe ou toute une famille. Dans ce type-là de groupe et de dynamique de groupe, comment se fait le retour du réel? De la manière la plus violente qu'il soit, c'est-à-dire à la mesure de l'inconscience des membres du groupe. Donc, suicide, individuel ou collectif, meurtre, et voilà. Dans le cas du projet donc de ces 2 jeunes gens avec, leur oasis de 200 hectares et cetera, qu'est-ce qui leur garantit que les gens qui auront versé les sommes les plus importantes ne vont pas, dans la dynamique de groupe horizontale, tenter d'obtenir plus de pouvoir et d'influence qu'ils ou elles pensent être en droit d'avoir et que la seule structure formelle, hein, le fonds de dotation, ne leur donne pas? Où sont les garde-fous pour que les supposés sages apprentis aillent vers un état de sage confirmé? Et là, cette question, je la pose dans le cas le plus favorable, hein, c'est-à-dire, ah bah, les gens, ils ont donné, ils viennent s'installer, ils changent de vie et cetera. Mais, s'il s'agit que des gens qui ont donné des sommes conséquentes dans ce projet débarquent, hein, depuis la jungle urbaine, suite à une rupture de normalité, ils vont arriver en terrain conquis. C'est une certitude. Alors il faut replacer cette étude, tout de même dans son contexte historique. Elle a été publiée en 1972 par une universitaire, et militante féministe américaine, Jo Freeman, et à cette époque-là, les seules organisations que l'on connaissait, c'était principalement l'organisation pyramidale et hiérarchique. Donc les groupes militants qui voulaient militer finalement contre ce système social, ce type-là d'ordre social, ont inventé cette nouvelle forme horizontale. Et vous avez vu dans la présente vidéo comment le système s'est approprié cette nouveauté pour en faire une arme contre le peuple. En tous les cas, le constat que cette nouvelle forme, censée garantir, une forme d'égalité et de liberté d'expression dans les dynamiques de groupe, ne remplissait pas cet objectif. C'est à une militante féministe qu'on le doit. Et son étude, fait toujours référence aujourd'hui dans certains milieux militants qui souhaitent tenter d'éviter certains pièges que, depuis 1972, nous ne sommes toujours pas arrivés à éviter. L'autrice donne quelques pistes à la fin de son étude pour se munir de structures formelles adéquates pour éviter les formes nouvelles de domination, encore plus pernicieuses que celles que l'on a ou que l'on aurait dans des structures plus formalisées, plus lisibles et visibles. Et encore une fois, ce type-là d'analyse très fine qui nous met en garde contre comment la tyrannie se recycle et qui nous donne des outils très concrets pour qui veut réellement avoir une action quotidienne sur les questions, des jeux de pouvoir et donc de la liberté, ce qui doit être le cas quand on se définit comme sage apprenti, cheminant vers la confirmation. Ce sont certaines féministes d'une certaine génération qui nous les donnent. Génération en voie de disparition, il s'agit de femmes nées dans les années 40, ou 50. Alors c'est pas un hasard, quand on est né dans ce timing-là collectif,
qu'on ait pu développer un point de vigilance sur la tyrannie. Et les féministes, finalement, sont des vigies de cette question de la tyrannie. Donc c'est hyper important, le travail qu'elles font pour l'humanité. Le chemin de sage apprenti vers sage confirmé ne peut être accompli qu'en étant dans la réalité et la vérité de qui l'on est, qui nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que l'humanité aujourd'hui? Chaque individu est régi par la tyrannie des petits moi. C'est un fait, c'est comme ça. Donc si avec des individus régis par la tyrannie des petits moi, on veut aller vers sage apprenti, voire sage confirmé, il faut avoir des outils extrêmement concrets, extrêmement fins à mettre en œuvre quotidiennement pour empêcher que de nouvelles formes de tyrannie n'émergent. Et je ne trouve pas de meilleurs outils que ceux qui nous sont donnés par des groupes d'individus qui ont lutté au péril de leur vie pour atteindre avant nous cet idéal de liberté. Que ce soit les anarchistes, qu'importe, il y a des enseignements à tirer partout. Et surtout, chez les femmes qui se sont impliquées dans ces types-là de lutte émancipatrice. Et parce qu'il n'y a pas de meilleur spécialiste des questions de l'oppression et de la tyrannie que les femmes qui la subissent depuis des millénaires. Elles sont même allées jusqu'à déconstruire les processus de domination qui ont lieu entre elles, mais sur d'autres critères, sur la classe sociale, la couleur de peau, etc. Mais j'ai vu ça nulle part ailleurs. Hein. Ce sont les seuls à avoir maintenu dans leur lutte contre une société qui les opprime, une vigilance sur leur propre processus de lutte pour ne pas reproduire ce contre quoi elles sont en train de lutter. Donc il y a déjà un niveau de conscience assez plafond. C'est vous dire à quel point les féministes, dans leur ensemble, là je ne parle pas uniquement des féministes radicales, sont les personnes les plus compétentes sur ces questions de l'oppression et de la tyrannie. Et donc elles sont également les plus compétentes pour nous donner des outils pour aller vers la liberté. C'est la raison pour laquelle vous m'avez entendu dans cette vidéo prononcer le mot politique, qui est un mot, je pense, qui n'était pas présent dans aucune de mes vidéos précédentes. Mais toutes ces questions-là sont bien des questions politiques au sens noble du terme. Le personnel est politique et réciproquement. C'est une des rares phrases comme ça, très concises, on pourrait croire qu'il y a des pièges dedans, non, c'est la pure vérité. C'est même le nœud gorgien de l'humanité, ça. Et de son esclavage, de sa servitude, librement consentie, enfin pseudo-librement consentie. Et donc, toutes ces luttes émancipatrices qui sont capitalisables au sens noble du terme, c'est-à-dire que je peux m'approprier cette connaissance-là pour faire quelque chose de moi-même, de mon présent et de mon avenir. Ces connaissances-là sont encore disponibles. Pour les personnes qui veulent réellement cheminer vers leur propre souveraineté individuelle, ils et elles seraient bien éclairés de tirer enseignement de ces luttes politiques qui ont eu lieu et qui ont toutes échoué, hein, pour autant qu'on puisse le constater aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'elles ont échoué qu'il n'y a rien, aucun enseignement concret à en tirer, au contraire. Là, dans le cas présent, la leçon à en tirer est assez évidente, hein. C'est pas en changeant la forme qu'on change le fond. Par contre, quand on comprend bien le fond, on peut proposer de nouvelles formes qui, à mon avis, ne changeront pas le fond, mais qui permettraient d'ancrer un espoir réaliste et concret sur la question de l'oppression et de la tyrannie, quelle que soit sa forme. Dans le cas du projet là, de ces deux jeunes gens, on voit bien à quel point l'identité spirituelle dans laquelle ils sont empêtrés les engage dans un projet aussi utopique que dangereux,
dans lequel ils arrivent quand même à entraîner énormément de monde. Je veux dire 650 personnes, si on ne compte que les donateurs. Bah, l'utopie, et l'espoir de travers font beaucoup plus recettes que la réalité et la vérité. Les seuls actuellement qui, en changeant la forme, réussissent à changer le fond du troupeau, ce sont, les élites. Parce qu'eux, ils ont le pouvoir de propagande, des outils de propagande, et cetera, pour réaliser cette prouesse. C'était un peu l'objet de la présente vidéo d'ailleurs. Mais nous, à l'échelle de la société civile, des gens qui veulent s'organiser entre eux, c'est bien en changeant le fond, qu'on arrêtera de se faire benérer les lunettes, par les formes qui changent notre fond sans même qu'on s'en rende compte, par la technique de la grenouille qu'on cuit lentement. Ou en croyant que la psychologie positive, qui est largement mise en œuvre dans la société et le monde du travail, que l'on cherche à fuir si on est dans des projets comme ça d'autonomie, garantit la liberté et la bienveillance. Or, un tel outil utilisé par des gens très peu conscients de qui ils sont véritablement et qui sont les autres est un outil d'invisibilisation des tyrannies. Donc ce que tu vas te faire vivre dans ton projet d'autonomie, de liberté, sage apprenti, etc., il en résultera également une ou plusieurs tyrannies plus ou moins visibles. Il ne peut pas en être autrement. Pour les êtres authentiquement sur le chemin de la souveraineté, nous sommes des êtres créateurs par essence. Et donc, quand on comprend bien la question de l'oppression, du contrôle mental, de la programmation mentale, il est parfaitement clair qu'on ne pourra en aucun cas utiliser les outils de programmation mentale qui asservissent aujourd'hui la totalité de l'humanité pour nous-mêmes nous libérer. C'est une évidence. Il va nous falloir être beaucoup plus créatifs et inventifs que cela. Il va falloir pirater ces outils et les voir pour ce qu'ils sont. Il n'y a pas de psychologie positive versus une psychologie négative. Il y a un appareil psychique humain qui a été conçu pour pouvoir être infesté et programmé par un virus démiurgique de type intelligence artificielle. Art quantique, tel que cela nous est bien expliqué dans les manuscrits de la bibliothèque copte de Nag Hammadi, et qui simule une fausse guerre dualiste entre une fausse hiérarchie de lumière et une fausse hiérarchie de l'ombre. Pour sortir de ce piège, il faut bien sûr être engagé dans une guérison des blessures profondes, ce qui ne peut se faire en aucun cas en s'auto-hypnotisant à coups de phrases positivantes, c'est-à-dire en niant et en reléguant dans le subconscient le package émotionnel négatif. Tant que l'on n'a pas fait ce travail d'éclairer nos blessures profondes à la lueur de la véritable lumière de l'esprit, et pas avec une bougie arc-en-ciel qui fait briller la bienveillance comme une pièce de 5 centimes au fond d'une fontaine, il est impossible de découvrir sa véritable identité, c'est-à-dire quel est réellement mon don créateur, là où j'ai le plus de choses à apporter à moi-même et aux autres. Et pour que ce don-là créateur puisse réellement manifester quelque chose émanant de l'esprit, il faut y mettre de saines limites. Car nous sommes dans un monde limité. Donc même la bienveillance doit avoir de saines limites. L'accueil doit avoir de saines limites. L'écoute empathique aussi doit avoir de saines limites. Etc. et ainsi de suite. Sinon, c'est qu'on se croit arrivé avant même d'être parti. On croit qu'on est ici une source inextinguible d'énergie, etc. Et donc, on se dit qu'il n'y a aucun problème, viendez les gens, venez me vampiriser, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est réaliste, ça? D'autre part, si on ne met pas de limite à ce que l'on va manifester ici, ce dont il sera copié, imité, falsifié, simplifié, rabougri, inversé, pour être réinjecté dans des réceptacles humains limités et devenir une arme contre son créateur ou sa créatrice. C'est ça qui se passe dans cette réalité. On voit ça tout le temps. Le système capitaliste et marchand est maître dans cet art de s'approprier la moindre étincelle pour en faire un produit dérivé, vider de sa substance, le vendre et en faire un énième outil d'asservissement du troupeau.
Il est donc évident que si d'aventure sur cette planète, il existait un groupe d'individus qui avaient trouvé la recette, la structure formelle qui leur permet de fonctionner harmonieusement ensemble, sans qu'il y ait aucune tyrannie, aucun jeu de pouvoir, si ces personnes-là existent, je pense qu'elles se garderaient bien de divulguer la recette au grand public, pour les raisons que je viens d'exposer. C'est également la raison pour laquelle je ne vous donnerai jamais aucune recette. Je vous donne les ingrédients, les outils ou la manière de bien choisir ces outils pour cheminer vers sa propre souveraineté. Après, c'est à vous, avec votre propre inventivité, de faire l'assemblage. Personne d'autre ne pourra le faire à votre place. Donc sur ce chemin, faites en sorte d'être inimitable. Moi, j'ai aucun effort à faire, je suis totalement incapable de faire une vidéo d'1 quart d'heure, par exemple, hein. Donc je suis inimitable avec mes vidéos de 45 minutes, 1 heure, et cetera et mon ton, cinglant, percutant, qu'on m'a si souvent reproché. Mais bon, quand le tonnerre gronde, c'est pas forcément agréable à entendre. Généralement, ça fait plutôt sursauter. Je vous invite donc maintenant à passer à l'épisode 3, vidéo 115, où on va voir ce que recouvre réellement l'agenda LGBTQIA+, et pourquoi il a été mis en place pour silencier le féminisme radical. Une fois n'est pas coutume, il y a un morceau caché dans la vidéo. C'était la mode dans les années 90 sur les CD d'avoir le morceau caché à la fin de l'album. Il y a eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo que j'ai postée de la lecture de ce manuscrit de Nag Hammadi qui s'intitule « Le tonnerre intellect parfait ». Ça a déboussolé pas mal de membres de l'auditorat. Ce qu'il faut comprendre de ce texte, c'est qu'il nous met en garde contre le piège de la forme et des identités en particulier.